compétences qu'on met ensemble pour pouvoir bâtir ou changer le paysage économique. Donc, je vais revenir un peu vers l'expérience pratique et concrète de Simajdi avant de revenir à certains points qui ont été soulevés par Wafé, qui sont importants donc à retraiter. L'expérience maintenant pratique de la bourse après l'introduction. Quels sont les avantages, les inconvénients et surtout comment c'est vécu, et si c'était à refaire, est-ce que tu le referas, Majdi? Ok. Donc, avant de parler de l'expérience de Servicom après son introduction en bourse, je veux parler un petit peu de... Donc aujourd'hui, on veut parler du financement de l'entreprise, et plus précisément du financement d'entreprise à travers le marché boursier. Je pense qu'on ne peut pas le dissocier de tous les autres moyens de financement d'entreprise, donc à travers le secteur bancaire, à travers le leasing, à travers les fonds propres. Donc il y a une phase avant levée de fonds en bourse et une phase pendant cette levée de fonds et après, donc comme vous l'avez posé. Donc si l'entreprise, dès sa création, ne trouve pas ses crédits de gestion ou n'arrive pas à financer son activité, donc elle ne pourra pas arriver au stade de levée de fonds au niveau de la bourse. Donc il faudrait réfléchir à ça en premier lieu, parce que moi, sans rentrer dans les détails, je pense que généralement l'entreprise tunisienne, elle est très mal financée. Elle est très mal financée parce que quand je vois les difficultés qu'a trouvé ou qu'a vécu Servicom tout au long de sa vie, je me pose des questions pour le petit entrepreneur à l'intérieur du pays et qui n'a pas de relation, qui peut-être au niveau d'éducation est moyen, mais qui peut entreprendre, créer des emplois, etc. Donc aujourd'hui, le financement à travers la banque, il est difficile parce qu'on est face à des banquiers qui, plus ou moins, ne comprennent pas les besoins de l'entreprise, qu'elle soit d'une entreprise de service ou d'industrie. Donc souvent, c'est les garanties réelles et toute l'histoire des garanties réelles. Le leasing, je pense que il est en train de jouer son rôle. C'est un catalyseur et facilitateur important en tant qu'entreprise. Donc on a utilisé ce mode de financement avant notre introduction en bourse et on continue à l'utiliser. Bon, après, donc pour revenir à ta question, pour nous, globalement, c'était une très bonne chose pour la vie de Servicom, l'introduction en bourse. Déjà, pour lever les fonds, on a levé 3,25 millions de dinars, donc qui ont contribué au financement de notre entreprise. Ça a apporté beaucoup de choses, donc la notoriété, l'image, ça nous a poussé à améliorer nos process, à faire des manuels de procédure, à faire des prévisions. C'est très important pour un entrepreneur ou pour une société de faire des prévisions et de les communiquer, à jouer le jeu de la transparence vis-à-vis de nos actionnaires. Donc c'était très très bien. Bon, après, nous on a fait notre introduction en juin 2009, donc ça date déjà, c'est depuis 3 ans. Donc on est dans la phase après introduction de bourse, levée de fonds. Et là, je pense que encore une fois, donc on était la deuxième société introduite sur le marché alternatif. On pense qu'il y a des choses presque, je dirais entre guillemets, on demande à l'entreprise à faire son chemin ou à montrer le chemin à d'autres entreprises, parce qu'il n'y a pas de... on ne peut pas faire des augmentations de capital en bourse tous les ans. Il n'y a pas que la contrainte de contrôle de la société, c'est qu'il y a la contrainte de la valeur de l'argent qu'on va lever et on va faire quoi. Donc on peut pas le faire. Donc on peut le faire régulièrement, mais pas tous les ans. Donc la question de financement de l'entreprise, elle est toujours présente. Donc la question et comment financer aussi, donc à travers les crédits de gestion ou le leasing ou le marché financier. Donc je termine par une chose, c'est que par exemple, dans le cas Servicom, le financement de l'expansion à l'étranger, elle est difficile parce qu'il n'y a pas de mécanisme vraiment clair. Souvent, on a été obligé de les financer par les fonds propres, donc sur les fonds propres de la Tunisie, pour créer une filiale à l'étranger. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui n'est pas propre à la phase après-bourse, mais qui est
je pense, très présent en Tunisie, c'est que le métier de service, on ne le comprend pas très bien, que ce soit la banque, que ce soit le marché financier, que ce soit... on veut le mettre dans des schémas de l'industrie ou des choses qu'on connaît, alors que le service, comme a souligné tout à l'heure un collègue, c'est plutôt les hommes, c'est un investissement qui n'est pas surtout dans les matériels, mais c'est dans les hommes, et c'est une autre vision, c'est une autre approche. Donc c'est les deux points que je souligne. Voilà. Donc en fait, tu poses vraiment beaucoup de problématiques en même temps. Il y a la problématique de la chaîne de financement, et les outils dont dispose l'entreprise tunisienne. Donc là aussi, peut-être il y a une réflexion à faire. On n'aura peut-être pas assez de temps aujourd'hui pour le faire. Et aussi le financement pour s'internationaliser. Donc là, il y a eu concrètement une internationalisation. On peut considérer qu'aujourd'hui, Servicom est une société qui opère à l'international, qui a une filiale à l'international. Est-ce qu'elle pourrait envisager, compte tenu de sa position aujourd'hui sur le marché boursier, une entrée d'investisseurs étrangers dans son capital ? Et je veux dire pourquoi je pose cette question, parce qu'on avait envie de rebondir sur ce qui a été dit en introduction par Serhat Glal. Donc Servicom est une entreprise internationale depuis 2009 où on s'est installé en Libye. Aujourd'hui, on est présent en Libye, en Tunisie et au Maroc. D'ici 2016, on compte s'installer dans 2 autres pays, dans l'Algérie. Et nous prévoyons que d'ici 2016, que le chiffre d'affaires à l'international va représenter 36% du chiffre d'affaires consolidé. Donc c'est un axe stratégique pour notre développement. Et on est en train de chercher, en tant qu'entreprise présente sur le marché, le marché alternatif, les mécanismes de bien financer cette croissance. Donc on est ouvert à tout financement, y compris un financement étranger. D'accord. Alors est-ce que des investisseurs étrangers peuvent, sur le marché alternatif, en bourse, la bourse de Tunis, sans problème investir en devises et sortir leur argent plus tard en devises, y compris les profits ? Oui, alors je vais juste revenir sur un point avant de répondre à ta question, sur les contraintes réglementaires. En fait, je voudrais juste mettre le point sur quelque chose, je pense, d'assez important, c'est qu'il faut imaginer les choses dans leur ensemble, en fait. Il ne faut pas faire des petites réformes, voilà, alléger un petit peu les contraintes réglementaires, et puis oublier, en fait, qu'on a un droit des sociétés, un droit boursier, qui parfois nécessiterait vraiment d'être modernisé. Il faut aussi qu'on pense, en fait, que effectivement, plusieurs panélistes ont mis le point sur la segmentation entre les différents secteurs financiers, entre le secteur bancaire, entre le secteur boursier, entre le secteur des assurances. Pourquoi ? C'est aussi un peu de la faute, je dirais de la faute de la loi. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas suffisamment de passerelles, en fait. Il faut essayer de créer des passerelles entre les différents secteurs financiers. En modernisant le droit boursier, on peut créer des passerelles. Par exemple, le gage de titre est pas suffisamment utilisé en Tunisie parce que il est très archaïque et il pourrait effectivement créer une passerelle en fait entre le secteur bancaire et le secteur financier. Il y a aussi en fait plusieurs instruments. On va pas en parler maintenant parce que ce serait trop long, mais je pense que il y a eu beaucoup de séminaires où effectivement on a parlé, on a proposé. Il faut que maintenant en fait le réagir, aller à l'étape un petit peu ultérieure et quitte à créer un groupe de travail sur ces points parce qu'il y a des choses à faire et je pense que un des points principaux, pas seulement le marché alternatif mais même le marché principal, souffre aussi du secteur bancaire parce que les passerelles ne sont pas suffisamment importantes, parce que aussi l'endettement des sociétés est souvent trop élevé au détriment d'un financement par le marché. Donc, il faut, je pense aussi, aujourd'hui entamer une réflexion sur l'ensemble du secteur bancaire et pas uniquement sur le secteur financier ou le secteur bancaire et le secteur des assurances. Et juste une dernière chose avant de répondre à la question, c'est aussi un changement de mentalité. Il faut vulgariser la bourse aussi, comme disaient Wafay et Majdi. Parfois aussi, on a peur d'aller devant le marché. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi au sein de certaines de nos entreprises, donc beaucoup d'entreprises, un fonctionnement qui est
plutôt familiale, qui n'est pas où certains process ne sont pas mis en œuvre, et les obligations de divulgation qui doivent être mises en œuvre quand on va sur le marché font parfois un petit peu peur. Donc il faut aussi montrer en fait aux entreprises que l'entrée sur le marché va leur faire gagner beaucoup plus que de gérer leur entreprise dans leur coin et d'avoir peur de divulguer leur compte ou d'autres choses ou d'autres informations. Donc pour revenir à l'investissement étranger, bon, ça dépend des secteurs. Les étrangers peuvent investir, peuvent acheter des actions en bourse, effectivement, sur le marché alternatif et sur le marché principal. Après, ça dépend des secteurs. Effectivement, il y a une limite de 50%, ce qui est d'ailleurs un petit peu aberrant. Pourquoi ? Parce que dans certains secteurs régis par le Code des investissements qui est en voie d'être modifié, certains secteurs sont libres à l'investissement. Quand vous créez un projet, certains projets peuvent être créés avec 100% d'actionnariat étranger. Par contre, si vous voulez acheter plus de 50% dans le même domaine, vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez à la création, mais vous ne pouvez pas une fois que la société est créée. Bon, ça a peut-être une logique, mais est-ce que cette logique est vraiment bonne ? Il faut y réfléchir, je pense. Autre chose, bon, sortir leur argent, oui, ils peuvent sortir leur argent du moment où ils ont pris les bonnes, ils ont fait les bonnes choses, en fait, ce qu'il fallait faire à l'origine. Parce que s'ils le font pas, s'ils obtiennent pas la fiche d'investissement, bon courage après pour sortir votre argent. Ça peut durer 1 an, comme ça peut durer 3 ans, 4 ans. Donc effectivement, il faut avoir les bons réflexes dès le départ. Alors aujourd'hui, il y a aussi des nouvelles contraintes, enfin qui existaient même il y a quelques années, mais qui sont aujourd'hui appliquées à la lettre, avec des attestations de régularisation fiscale à chaque fois qu'on veut faire un virement en devise, qui malheureusement retardent beaucoup les transferts de devises. Pour ces précisions. Si Hamdi, est-ce qu'une entreprise sous-capitalisée à la naissance peut faire de la croissance et peut à terme intéresser le marché financier ? À notre sens, je pose cette question. Elle ne peut intéresser, elle ne peut postuler au marché financier qu'une fois sa situation financière est saine et qu'elle présente des possibilités de développement, de réelles opportunités de développement. C'est pour cela que je vous ai dit que lorsque une PME, dès le début, elle part avec un capital qui est basé sur où le promoteur, il doit rembourser le faux produit, il doit rembourser la SICAR, il faut penser normalement à le développement à travers le marché financier ne peut se faire qu'une fois, comme m'a dit M. Karim Ghnim tout à l'heure, en prévoyant un plan de sortie de la prise de participation de la SICAR à travers l'entrée dans le marché financier. Et c'est pour cela qu'on constate que l'une des meilleures manières peut-être d'encourager ce mécanisme-là, c'est de trouver des encouragements à ce que des SICAR prévoient dans leur accord avec le promoteur que la sortie soit à travers l'entrée en... Là, c'est une des pistes qui peuvent favoriser ça, surtout lorsque c'est en parallèle. On trouve vraiment une SICAR qui est un véritable actionnaire, un véritable conseiller, un véritable accompagnateur de l'entreprise et qui est décideur avec le promoteur principal pour que vraiment la phase difficile soit bien gérée lorsque l'entreprise, pendant les 3 ou 4 premières années, pour qu'une fois le temps opportun il se présente, l'entreprise peut faire son entrée au marché alternatif. Il y a une deuxième réflexion par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de l'entreprise. C'est vrai, lorsque nous évaluons, nous par exemple en tant que BFP, une banque qui finance des sociétés, nous finançons toute forme de société, dès la SUAR, la société unipersonnelle, jusqu'à la société anonyme. Du dossier, dans la majeure partie des cas, on invite le promoteur à constituer une équipe dirigeante ou bien au niveau de
position des associés pour que tous les aspects clés de l'entreprise soient présents. C'est-à-dire, par exemple, dans une entreprise où on trouve qu'il y a un volet très important au niveau du volet commercial. On doit s'assurer que le volet commercial, il y a quelqu'un qui va l'assurer et qu'il présente toutes les aptitudes nécessaires pour ça, que ce soit au niveau des associés ou au niveau de l'équipe managériale, c'est-à-dire des personnes clés qui vont être les responsables clés au niveau de cette entreprise. Le même raisonnement, il est valable pour l'aspect technique, le même raisonnement, il est valable pour l'aspect financier. Parfois même dans l'aspect technique, il y a deux aspects, il y a un aspect industriel et un aspect dans un autre domaine. Et là aussi, c'est une garantie supplémentaire pour que l'entreprise démarre bien et pour qu'elle soit bien structurée, pour qu'elle soit bien organisée. Il y a une autre exigence aussi qu'on insiste beaucoup, que nos promoteurs la respectent, c'est qu'ils soient en règle avec toute la réglementation en matière comptable et en matière financière. Pour que lorsqu'on demande un document ou bien lorsque on doit les conseiller pour analyser par exemple leur situation financière et leur proposer des plans d'action, que ce soit des plans de restructuration ou bien des plans de développement ou bien des plans de financement à travers d'autres sources en parallèle, par exemple en faisant recours à un autre partenaire, par exemple, ou ça, la base est toujours les documents comptables et les documents financiers de l'entreprise. Et là, encore une fois, c'est un constat. Il y a beaucoup de PME qui ne donnent pas d'importance à ce volet-là, qui est primordial à tout autre développement. D'accord, alors pourquoi, dans ce cas, moi j'ai une question. Ça a été annoncé dans la petite présentation de Simoaz Deloa. Pourquoi la majorité des PME est sous-capitalisée en Tunisie? Quelle est la raison à cela? La raison, c'est que jeunes promoteurs qui sont débutants de leur carrière, des jeunes... Ils n'ont pas de fonds ou est-ce que c'est un autre problème? La structure, dès le début, elle est faite comme ça. Donc, une structure classique, par exemple, je vous donne une idée sur une structure classique au niveau de la BFPME pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, les fonds propres au niveau d'une entreprise en création, c'est grosso modo c'est 35% du coût d'investissement avec un crédit bancaire. Il est soit accordé par la BFPME toute seule, soit entre la BFPME et une autre banque si le projet dépasse 300 000 dinars, ou bien si le projet il est inférieur à 300 000 dinars, mais où on a besoin d'un important fonds de roulement. Donc on incite le promoteur à prévoir une autre banque commerciale pour qu'elle soit à ses côtés, pour qu'elle lui finance le court terme au démarrage. Donc les 65% là, c'est le crédit moyen long terme. Les 35%, ils sont répartis lorsque le schéma il est complet entre 4 composantes principales. Il y a la participation du promoteur principal, et là, dans la majeure partie des cas, c'est celui parmi les actionnaires qui a la maîtrise technique du projet. Il y a la participation des actionnaires, donc c'est la prise de participation des actionnaires. Il y a la participation d'un fonds public, tel que par exemple le FOPRODI pour les projets industriels, ou les services qui sont liés à l'industrie, ou bien d'autres fonds publics tels que le RICTIC par exemple pour les projets en technologie de l'information et de la communication. Puis il y a la participation des SICAR. Donc automatiquement il y a deux parties dans cette structure-là que le promoteur doit rembourser à travers, rembourser en fin de compte, il ne va pas les rembourser comme les frais financiers qui sont remboursables par l'entreprise elle-même. Normalement, ils doivent être remboursés une fois les bénéfices distribués chaque année pour qu'il achète les actions de la SICAR, pour que la participation de la SICAR diminue durant toute la période, pour qu'elle sorte en fin de compte. Et en plus, le même raisonnement, il est lié par rapport au FOPRODI, un autre fonds public, où il doit rembourser aussi par son propre argent. Et il y a aussi une autre donnée qui est très importante qu'on a pu la constater, vu qu'il n'y a pas suffisamment de transparence et vu que parfois les comptes financiers et les aspects comptables ne sont pas très bien préparés, très bien définis, il y a parfois un flottement entre l'argent du promoteur et entre l'argent de l'entreprise. Donc ça donne beaucoup de difficultés à la situation financière de l'entreprise. Lorsque, par exemple, l'argent de la SICAR, dans certains cas, il se trouve qu'il est
il achète les actions de SICAR en utilisant les fonds de la société. Vu qu'il y a parfois une certaine... c'est encore un autre paradoxe. On oblige les entreprises qui se font financer par des deniers publics à avoir un commissaire aux comptes, mais ne pas avoir de financier. Donc moi j'ai vu des entreprises qui n'ont pas de directeur financier parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un directeur financier. Donc on revient quand même... Non, je sais bien, mais justement, ça c'est important. Si on bénéficie de deniers publics, c'est important de rendre compte. Et le promoteur n'a pas le temps de faire tout le travail. Absolument. Donc aujourd'hui, ça c'est vraiment un vrai problème. On peut peut-être l'aborder en termes de process. Les sicaristes sont aux côtés du promoteur, l'accompagnent jusqu'à la porte de sortie. Quelles sont les difficultés réellement pour franchir le pas et permettre d'ailleurs une sortie honorable pour les sicaristes? Merci, Mondre. Alors, les difficultés en fait que nous rencontrons en tant que capital risqueur pour réellement réaliser des sorties sur la bourse sont des difficultés d'ordre financier et d'ordre psychologique. Donc, la première difficulté, c'est en fait la faible implication financière du promoteur. Donc ceci pose un problème en fait de perception du risque par le souscripteur en fait à cette introduction en bourse, et aussi par le CMF même qui va valider le prospectus d'émission. Il y a aussi donc un autre problème qui est donc la phobie du promoteur de perdre le contrôle de la société. Donc c'est un problème en fait psychologique qui trouve son origine dans la faiblesse de la culture d'entreprise, la faiblesse de la culture d'entrepreneuriat en Tunisie. Ici, il y a un travail à faire en amont, donc par le renforcement de cette culture d'entrepreneuriat dans les cycles universitaires. Il y a aussi donc il faut aussi donc trouver des moyens pour aligner les intérêts en fait des investisseurs financiers avec celui du promoteur et le mettre en confiance un peu pour qu'on puisse avancer d'une façon sereine sur cette sortie sur la bourse. Ça pose également donc un problème structurel, à mon avis, qui est la faiblesse des instruments financiers qui sont à la disposition donc des investisseurs en capital pour structurer leurs deals. Et au niveau de la TIC, par exemple, on lance incessamment un projet pour en fait la réglementation. On va préparer la réglementation, on va présenter aux législateurs une mouture de la réglementation sur donc des instruments financiers tels que les BSA, donc les bons de souscription d'actions ou les warrants en anglais, et aussi donc des actions de préférence. Donc le paysage interne réellement, donc il y a un manque terrible d'instruments financiers qui sont nécessaires pour structurer le deal et pour aligner l'intérêt, donc les intérêts de l'investisseur financier d'un côté avec le porteur du projet d'un autre côté. Il y a aussi donc le faux produit qui revient, donc le financement pour le faux produit. Le faux produit en tant que source de financement bon marché handicape la sortie de la SICAR FCPR. Et réellement, donc, l'État qui s'autorise à signer des conventions de portage, alors que le portage est interdit, donc il autorise lui-même, l'État fait quelque chose qu'il a interdit par ailleurs aux autres opérateurs du marché, donc conditionne la sortie des SICAR qui gèrent le faux produit par leur achat du faux produit par le promoteur. Donc c'est une condition suspensive pour réaliser la sortie de la SICAR. Donc imaginez un cas où le promoteur détient une option d'achat sur la participation de l'État. Donc c'est une option d'achat qui est dont l'exercice se fait entre 8 et 12 ans. Donc déjà, on est en contradiction par rapport, complet dégalage par rapport à la logique d'investissement des capital investisseurs qui programment leur sortie déjà donc à la 5e voire 6e année. Donc à un prix d'exercice qui est donc un prix d'exercice qui est une sorte de capitalisation de la valeur nominale à un taux de 3% ou bien à peu près 4,5%. Donc le promoteur ici, il est très peu incité à racheter la participation du faux produit par anticipation. Ce qui, en fait, ne fait que retarder la sortie de la SICAR, la participation donc de la SICAR sur la bourse. Donc nous avons à maintes reprises saisi le législateur pour
le sensibiliser par rapport à ce mécanisme de faux produits et qu'il fallait nécessairement prendre des mesures urgentes pour évaluer ce mécanisme et qui est complètement en fait en déconnexion par rapport à la réalité. Donc j'espère que le législateur essaiera de faire quelque chose dans ce sens. Donc la solution que nous proposons en fait, c'est de séparer la gestion du faux produit, séparer donc la gestion du faux produit avec la sortie de la SICAR. Interdire ces conventions de portage, donc en fait à taux fixe pour le compte de l'État, annuler l'obligation de céder aux promoteurs